Emmanuel Auvray, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas venus hier, voilà, je suis enseignant à l'UFR STAPS et je travaille sur l'histoire du sport, l'éducation physique et puis la natation. Donc ce soir, un peu comme hier, je vais vous présenter un peu le parcours biographique de Maurice-Joseph Elitas, qui est l'un des préfets qui a contribué, on va dire, à la sportivisation de la société française, notamment du point de vue de la construction des équipements sportifs. D'abord, il y a une belle faute, d'équipement sportif, ça ne va pas, sur le titre. Et donc, c'est quelqu'un qui est passé par Caen à partir de 1917. Donc, quelques petits éléments. Alors, pourquoi s'intéresser au préfet Elitas? Donc, quand on fait un travail de recherche, donc là, je m'intéresse plutôt aux étudiants, il y a toujours la question du degré d'historicité, c'est-à-dire quel est l'intérêt de s'intéresser à son parcours pour la collectivité et d'y passer du temps en termes de recherche sur les archives. Donc, dans le contexte de guerre et juste en sortie de guerre, l'intérêt du préfet Elitas, comme d'autres, c'est effectivement de s'être engagé politiquement pour construire des équipements sportifs dans un pays qui compte peu d'équipements sportifs. Il y a peu de stades, peu de piscines, il y en a une quinzaine en France en 1920. Et de ce point de vue-là, la France est relativement en retard. Donc, ce préfet-là rentre dans la catégorie des acteurs, on va dire, publics, qui, sur une initiative individuelle, va contribuer à construire des équipements pour que la France puisse s'adonner aux pratiques sportives, à la fois à l'école, à l'armée et dans les clubs. Donc, ça pose derrière la question toujours du travail biographique en histoire. Est-ce que ce préfet-là a une biographie, comme on dit, modale ou amodale, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve d'autres préfets qui, dans cette période-là, ont eu la même destinée, le même engagement pour les équipements sportifs. Alors, cette histoire, effectivement, des préfets et le sport, c'est une histoire qui est en progrès, mais qui est relativement récente. Et notamment dans la période fin 19e jusqu'à, on va dire, la fin de l'entre-deux-guerres, qui correspond à une période qu'on appelle diaphane, c'est-à-dire dans le champ de l'éducation physique, cette période diaphane est une période où l'État investit très peu ou s'engage très peu en politique d'équipement. Ça relève essentiellement de ce qu'on appelle le socialisme municipal. C'est plutôt des maires ou jeunes maîtres, comme on a parlé hier, donc des acteurs plutôt privés, qui se sont engagés pour développer des équipements sportifs au bénéfice des individus et de la société. Et plutôt des maires qui sont issus de la tendance plutôt gauche, radicale socialiste, comme ça se voit le cartel des gauches dans différentes communes. Donc je vous ai mis ici quelques exemples. Édouard Herriot à Lyon, c'est celui qui fait le stade de Gerland et qui est un des premiers maires et qui aura des fonctions, des responsabilités nationales, qui a travaillé sur le sport pour tous. Et puis il y a aussi toute une série de piscines qui sont construites notamment dans le nord de la France, dans des communes qui ont été remportées et qui seront ensuite administrées par des partis de gauche. Donc la piscine de Creil, de Jumont, de Bourré, en Artois, etc. Et qui vont apporter à la fois la santé dans des espaces qui vont être plus confortables et hygiéniques. Donc, là, je vous ai mis Édouard Herriot, Henri Sellier à Suresnes, hein, c'est celui qui fera construire nos piscines et qui sera le ministre de la Santé sous le Front populaire et puis la piscine de Suresnes. Donc, un des premiers constats, comme le montre Pierre Lavanchy, c'est que, et comme dans d'autres pays d'Europe, durant l'entre-deux-guerres, la France prend pas la question à bras-le-corps sur la question des équipements. On ne va pas dire qu'elle ne s'y intéresse pas, mais il n'y a pas de politique gouvernementale qui s'intéresse à cette question-là, alors que les clubs sont en train de faire la démonstration que par le sport, par le tissu associatif et sportif, on va pouvoir contribuer à donner de la santé, faire ce qu'on appelle de la mise en ordre social dans des espaces qui vont être construits. Donc, au fur et à mesure, au fil du temps, on se rend compte que les clubs vont de plus en plus demander et se retourner vers les autorités on va dire, locales pour qu'elles puissent s'investir dans la construction d'équipements sportifs. Donc, à ce titre-là, Elitas fait partie des acteurs publics qui, sur une initiative individuelle, vont s'engager à Aurillac et à Caen dans la construction des équipements, en réponse notamment aux clubs sportifs qui font la démonstration que par le sport, on peut encadrer la jeunesse de France. Donc, rappel et problématiques, donc, par rapport à, on va dire, à l'institution préfectorale, donc elle est fondée en 1800. Les préfets, dans l'organisation départementale, sont les piliers de l'État, les premiers représentants de l'État. Donc, en matière d'équipements sportifs, ils ont l'obligation de contrôler et d'agréer les sociétés sportives, d'administrer la sécurité et l'ordre social lors des
dans les équipements sportifs lors des rencontres, ou de les interdire. Hein, donc c'est aussi un élément qui est important. Ils sont soit des facilitateurs ou des gens qui peuvent empêcher, parce que derrière, on le voit bien, ça a été repris dans un dernier travail, hein, il y a aussi des préfets qui voyaient bien que par le sport rouge, il y avait derrière le communisme et que parfois il fallait interdire certaines manifestations parce que derrière c'était toute une propagande qui était un petit peu cachée par le sport. Et puis ils ont aussi le prestige d'assurer l'organisation d'événements internationaux qui permettent, comme ça va se faire à Caen, de faire rayonner un département, une ville, puisque c'est à leur charge de gérer ces événements sportifs. Mais que sait-on de l'action effectivement des préfets en France sur le développement du sport? Eh bien, jusqu'à une période récente, on ne savait pas grand-chose, puisqu'il y a eu peu de travaux sur cette question-là, sur les liens entre justement le sport et le développement les préfets et le développement du sport. Donc, sur un cadre théorique, hein, je vais très vite, mais puisque c'est un peu le jeu quand même de fait de la science pour les étudiants qui sont là, c'est sur quoi on s'appuie quand on travaille sur les préfets et la construction d'équipements sportifs. Donc, je vous ai mis quelques références qui posent cette question-là. Michel Foucault sur Surveiller et punir, comment les équipements sportifs donnent à la fois de la santé, mais sont aussi des instruments qui permettent de construire l'ordre social tant chez les pratiquants que ceux qui viennent voir un spectacle sportif. Donc on comprend la nécessité d'avoir des équipements plus que des activités en plein air. Alan Gutmann qui montre que dans les espaces sportifs, il se joue des processus de réutilisation qui dépassent les gestes sportifs. Goffman sur les interactions entre les pratiquants qui construisent à leur insu parfois de l'ordre social. Perelman sur l'ère des stades qui montre quels sont les enjeux des stades, etc. Et puis Villaret et Tétard qui ont aussi travaillé sur les édiles stars et qui montrent effectivement quels sont les liens durant l'entre-deux-guerres, enfin de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres, enfin non, ça s'arrête en 14 je crois, sur justement l'investissement des autorités locales sur le développement des équipements sportifs. Et puis, bien évidemment, la question est posée, parce qu'avant 1936, il n'y a pas, au niveau gouvernemental, une véritable politique d'équipement. Donc, c'était un petit peu quelque chose qui était resté dans l'ombre que d'investir cet espace-là. Voilà, je vous ai mis quelques éléments, l'ère des stades, et puis le livre sur les édits. Bien évidemment, un travail, comme ça redit un petit peu hier soir ce que j'avais précisé pour les étudiants, l'écriture historique repose forcément sur tout un cadre méthodologique et conceptuel, qui vous amène à aller chercher des sources dans des localisations ou des lieux archivistiques qui sont forcément différents en fonction de votre objet de recherche et qui est aussi une histoire à rebond. Concernant Elitas, l'histoire elle est moins à rebond qu'elle ne peut l'être avec Eugène Maes, parce que j'ai travaillé sur une période plus courte, et puis les archives sont moins dispersées par rapport à la question de la construction du parc des sports d'Aurillac et de Caen. Mais bon voilà, donc c'est toujours un travail sur les archives avec aujourd'hui, on l'a dit hier aussi, qui a un travail qui est quand même facilité parce qu'à l'ère du numérique, il y a quand même pas mal d'archives qu'on peut récupérer à distance. Parfois, il faut se déplacer, mais certaines sont disponibles. Par exemple, sur son passage comme préfet dans le Cantal, sur le parc des sports d'Aurillac, ben, vous pouvez accéder à de nombreux documents à partir des archives départementales qui sont numérisées. Et sur ce travail-là, je ne suis pas allé du tout aux archives départementales. Je n'ai pas eu besoin d'y aller. Ça c'est pareil, j'en ai parlé hier, le cadre théorique sur le travail, sur la biographie, effectivement il y a aujourd'hui un corpus qui vous permet de structurer quand on travaille sur le genre biographique, voilà, le pari biographique de François Dos, l'homme pluriel, et puis en ce qui concerne plus spécifiquement le sport, les limites que peuvent avoir un travail biographique sur justement par rapport au développement du sport. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être pris comme un exemple et qui vaut pour tous les autres, ou est-ce que finalement sa biographie elle est relativement unique et on ne peut pas généraliser. En ce qui concerne Elitas, on peut pas vraiment, dans cette période-là, on ne peut pas généraliser son parcours biographique et l'investissement qu'il a eu pour les équipements sportifs, puisque d'autres travaux ont montré que les préfets ont eu des actions sur le sport, mais pas forcément de cette nature-là, plus parfois dans une logique de contrôle. Donc sur les préfets et le sport, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a eu un colloque en novembre 2019. Au départ, je devais proposer ce travail-là sur Elitas, mais je n'avais pas eu suffisamment de temps pour avancer sur ce travail-là. Ce colloque-là a donné un ouvrage qui est paru en 2022, qui est à la bibliothèque, si les étudiants sont intéressés. Et puis, sans en faire le malin, le travail que j'ai fait sur Eugène Maes va paraître sous peu, là il est sous presse, dans la revue Histoire économique et société,
que je devais au départ proposer dans ce colloque-là. Voilà. Donc c'est une histoire qui reste à labourer, mais qui est encore, disons, qui commence à être investie. Alors pourquoi étudier le préfet Elitas? Eh ben, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, connaître un peu le rôle joué par les préfets en matière de, il manque un C, de construction d'équipements sportifs dans une période diaphane. S'intéresser aussi au fait que, mais là c'est plus local, qu'on va fêter les 100 ans du stade Elitas. Donc c'est quelque chose qui, moi, me semble important de regarder aussi dans le rétroviseur pour savoir ce qu'on a eu en héritage. Et notamment, un des éléments du stade, c'est aussi les Jeux Olympiques de 1924. Il l'avait argumenté dans ce sens-là. Donc là, c'est plus vers le grand public et le travail de mémoire. Et puis, effectivement, comme si on reprend un peu la citation de Pierre Arnaud, les équipements sportifs qui portent le nom d'une personne, ce sont des lieux de mémoire qui ne sont pas ceux dont on se souvient, mais là où la mémoire travaille, non la tradition elle-même, mais son laboratoire. Ça veut dire que quand vous emmenez, vous, des étudiants au stade Elitas et que les élèves vous demandent parfois, c'est pas toujours le cas, à qui était le stade Elitas, c'est quand même de la mémoire qui travaille, et je me bagarre, j'ai pas de moyens, mais voilà, j'espère que tous ces équipements-là ne seront pas débaptisés comme on commence à le faire sur les piscines pour qu'elles s'appellent Fleury-Muchon ou Angelotti, le nom de promoteur immobilier, pour effacer la mémoire de sportifs ou de préfets qui se sont engagés pour la collectivité. Et puis effectivement, à 289 jours des JO, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est le lien, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la notion d'héritage, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais quel est le lien qu'il peut y avoir en local par rapport aux Jeux Olympiques, et en quoi ce projet-là a été aussi construit à cette époque-là pour en faire une base arrière d'entraînement. Alors, juste voilà, pourquoi c'est intéressant? Parce que aussi, la ville de Caen, au moment où le préfet Elitas construit le stade, c'est l'objet de la photo qui est ici. Caen souffre d'une très mauvaise image dans les premières décennies du XXe siècle. Elle est réputée pour une ville qui est souvent inondée. Si vous allez aux archives départementales, vous verrez, il y a toute une série de collections sur les inondations de la ville de Caen, ça revient. C'est une ville qui est boueuse. Elle a une mauvaise image. Et Elitas va aussi se servir de ça pour redonner un attrait à la ville de Caen, qui est plutôt bien située entre Caen et la mer. Et donc, lui, il pense que ça peut être une plus-value. Et le maire qui, à l'époque, lui, justement, le stade l'intéresse peu, ça coûte cher, il a d'autres priorités, il veut surtout que la ville de Caen y ait le tout à l'égout et qu'elle soit de moins en moins boueuse pour redorer, voilà. Bon, c'est une question entre différents acteurs. Alors, quelques repères sur Joseph Elitas. Donc, il est né le 5 décembre 1870. Donc, il est issu, je dirais qu'il y a une forme de reproduction sociale parce que son père était lui-même préfet. C'est un républicain convaincu et il est d'origine juive. Sa mère est sans profession. Donc il naît 3 mois avant la proclamation de la Troisième République et il est élevé dans les valeurs de la Troisième République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, le suffrage universel direct, etc. Et puis très vite, on va le voir, il a été sensibilisé à la question scolaire puisqu'il va être nommé à 22 ans responsable du cabinet de l'instruction publique. Donc ça, c'est un élément qui est important. Je pense que, je n'ai pas la preuve, mais dans cette fonction-là, il a été très vite exposé forcément aux problèmes liés à l'enseignement de la gymnastique, voire des activités physiques, dans un contexte qui manque d'installation. Donc ça, ce sont en termes d'archives. Alors je ne suis pas non plus allé aux archives pour récupérer ce dossier-là. Vous savez que le ministère de l'Intérieur, aux archives nationales, a des dossiers sur les préfets qui sont relativement complets, dont l'anonymat est levé. Et vous avez des dossiers maintenant vous pouvez quasiment accéder à l'intégralité des dossiers. Et dans ces dossiers-là, c'est une mine d'informations. Vous avez des données sur, on va dire, leur identité numérique, mais vous avez aussi tous les papiers qui expliquent pourquoi il faut qu'ils soient préfet, sous-préfet, avec tous les réseaux qu'ils peuvent avoir entre eux, avec le président du conseil. Donc tous ces éléments-là permettent effectivement de retracer un petit peu son identité. Donc des éléments qui sont importants par rapport à la question du sport, c'est quelqu'un qui est de confession catholique. Et vous savez bien, au début du XXe siècle, on en a un petit peu parlé hier, les catholiques vont aussi œuvrer pour le développement des activités physiques. Eugène Maès, il est passé par le Pratin-Ollier, parce que tout ce mouvement affinitaire-là se bagarre un peu les enfants pour, bien évidemment, en récupérer le plus possible. Donc il est quand même, de par l'éducation qu'il reçoit et de par sa confession, il est quand même attaché à cette question-là de la gymnastique et des activités physiques. Bien que dans son dossier, je n'ai pas retrouvé la trace d'une adhésion le concernant sur un club qui relèverait des patronages. Il n'y a pas la trace. C'était peut-être aussi un choix en raison de sa position politique. Peut-être que c'était compliqué, peut-être, je ne sais pas, d'être à la fois préfet,
de développer et puis d'être associé à on va dire des clubs sportifs qui étaient quand même estampillés plutôt catholiques, on va dire, quoi. Donc pour les mouvements affinitaires, hein, puisqu'il est de confession catholique, bien évidemment, hein, l'idéologie, c'est de pouvoir diffuser, comme la Fédération de gymnastique et sportive et patronage de France, de pouvoir diffuser le plus largement possible le sport en France. C'est une fédération qui a contribué à l'institutionnalisation du sport Henri Sélitas va y contribuer, pas de manière directe, mais de manière plus indirecte. Donc là, je vous ai mis quelques éléments. Hein. C'est quand même une fédération qui est puissante. En 1442, union régionale, 1500 sociétés, 150 000 personnes qui sont affiliées. C'est quand même une fédération qui est importante. Ramener la population et ramener aussi, bien sûr, là on n'a pas le temps de le faire, mais ça reste une... Donc à Caen, par exemple, vous avez des clubs qui sont connus, l'Avant-Garde Caennaise, elle appartient au patronage. Vous voyez, je vous ai mis l'équipe de football, elle est fondée en 1905, et là vous avez l'équipe de 1909 et 1910. Simplement pour montrer un petit peu le contexte dans lequel le préfet Elitas va développer. Alors la carrière de Elitas, je vous ai mis ici un peu ces éléments les plus notables. Donc il débute sa carrière pendant l'affaire Dreyfus, et il est d'origine juive. On va le voir au début, hein, son arrivée dans le Cantal, dans une région qui est contre la laïcisation de la société, il se fait quand même bien attaquer, on va dire. Donc il a une carrière, je dirais, classique, entre guillemets, hein, chef de cabinet des différents ministères de l'Intérieur, secrétaire général des Bas-Alpes, adjoint au cabinet du président du Conseil, sous-préfet de Lisieux, et déjà en 1907, on va le revoir après, hein, il joue déjà son rôle de préfet comme un facilitateur d'événements sportifs. Hein. Déjà le journal Loto, l'équipe, hein, en 1907, le qualifie comme étant l'un des premiers préfets qui se soit intéressé au sport. Et il précise que quelques numéros après, hein, dans un numéro de 1931 du journal Loto qui reprécise un peu son rapport au sport, il dit qu'effectivement, dès 1909, il a enfilé sa tenue de sportif et il ne l'a jamais quittée. Donc c'est quelqu'un qui a très tôt eu une image d'un préfet qui va s'engager dans le développement des activités physiques et sportives. Donc je vous ai mis quelques éléments qu'on retrouve dans pour jouer le jeu de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les archives. Et voilà, c'est très documenté, hein, les dossiers des préfets. Et voilà, vous avez aussi son dossier militaire. Et puis il y a aussi à la fois des choses positives et négatives. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu deux petites affaires qui ne se sont pas très bien passées. Une où il aurait un peu surpassé ses droits avec un général, et là on va l'attaquer, puis un autre où il aurait utilisé des deniers publics, donc c'est aussi précisé dans le dossier. Donc comment j'ai récupéré ce dossier-là? J'y suis pas allé, ils me l'ont numérisé et j'ai payé la numérisation du dossier. Pour les étudiants qui seraient intéressés pour faire de la recherche, ça m'a coûté moins cher que de prendre ma voiture, que d'aller à Paris, etc. Voilà, on peut le faire à distance et sur mes deniers personnels, mais c'est un petit peu le jeu. Alors, le premier équipement par rapport à ses carrières, donc c'est le parc des sports d'Aurillac, qui est son premier équipement sportif, qu'il va en gros établir ou édifier, enfin pas lui personnellement, mais donc il va être responsable entre 1913 et 1914. Dès 1908, avant qu'il arrive comme préfet du Cantal, il a déjà un réseau de relations, notamment le député Henri Chéron, qui est un personnage politique important pour le Calvados, qu'il a été député, sénateur, plusieurs fois ministre, et il sera un personnage clé pour aider Elitas à construire le stade de Caen. On souhaite qu'il soit nommé comme préfet. Et ça, on retrouve ça dans les dossiers. Vous avez ce qu'on appelle un dossier qui sont des lettres, comme aujourd'hui on ferait des lettres de recommandation. Donc il y a toute une série de lettres de différents députés et sénateurs qui disent il faut. C'est compliqué parce qu'en même temps, on le voit bien dans la presse, il est d'origine juive. Donc à l'époque, vous savez, les juifs peuvent... Depuis, il y a une loi qui est passée qui permet aux Juifs d'occuper des fonctions, les plus hautes fonctions de l'État, et notamment les fonctions militaires de grade de général. Avant, ce n'était pas possible. Hein. Donc, ils bénéficient de ça, mais ce n'est pas toujours évident d'accepter l'idée, avec l'affaire Dreyfus, même quand il est, encouragé par d'autres, de pouvoir accepter qu'il occupe cette fonction-là. Donc, quand il arrive dans le Cantal, sa nomination est critiquée.
effectivement, parce que ici c'est plutôt une société plutôt à droite, qui est contre la laïcisation de la société, et on reproche à Elitas d'être un proche d'Émile Combes. Donc Émile Combes, pour les étudiants, séparation de l'État et des églises, donc ce sont plutôt des gens qui sont pour la laïcisation de la société. Donc forcément, quand il arrive, les choses ne se passent pas bien. Et puis, donc là, j'ai un peu analysé. Alors toute cette presse-là que j'ai analysée, là, j'ai pu la voir, elle est numérisée, elle est facile d'accès par les archives. Et vous retrouvez effectivement des choses très intéressantes. Et puis là, dans la presse aussi, la presse antisémite de l'époque, voilà, la caricature du juif qui est Elitas, avec enfin, les traits de caractère classiques de cette presse-là qui dénonce l'arrivée d'un juif qui va forcément... C'est un malheur pour la ville d'Aurillac et pour le Cantal, parce que ça ne peut pas être un bon préfet. Mais pour autant, effectivement, si on revient sur la question sportive, donc dès 1913, il est relativement habile avec les autorités locales. Il obtient un terrain, une somme de 2000 francs pour la création d'un stade consacré à l'hébertisme. On va le voir après. Elitas est passionné par l'hébertisme. C'est sa doctrine préférée. C'est celle par laquelle tous les stades doivent passer. Donc, malgré quelques difficultés, il arrive en plus à avoir une somme de 4000 francs. Et puis, il entretient une relation avec Georges Hébert, donc le père de la méthode naturelle, qui a déjà construit le parc, à Reims, le collège où on va former et on va entraîner, on va dire, le haut niveau pour les Jeux Olympiques. Et il va lui demander effectivement de venir inaugurer ce parc des sports en 1914, ce que fera Georges Hébert. Mais ils se sont déjà vus un petit peu avant. Hein, on va le découvrir après, ce sont deux acteurs qui se sont rencontrés. Donc, qu'est-ce que le parc des sports d'Aurillac? Le parc des sports d'Aurillac, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, sommaire. C'est un terrain, il y a une piste, il y a quelques, vous voyez, quelques portiques, et c'est pour faire de l'activité en plein air. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui se prête bien à l'hébertisme. L'hébertisme, vous l'avez peut-être vu, hein, ce sont des familles d'exercices qu'on peut faire dans la nature, mais Hébert aussi avait pensé, pour faciliter sa scolarisation, d'avoir des plateaux hébertistes, des portiques qui permettaient de faire rentrer un peu la méthode naturelle dans l'école que de pouvoir la mettre toujours à l'extérieur. Donc, il construit ce stade-là sur le modèle, effectivement, de la méthode naturelle de Georges Hébert, et aussi dans l'idée qu'elle puisse être proposée aux jeunes filles. Ça, c'est une des particularités de Elitas. Dès 1913, et sur ce projet du parc d'Aurillac, il milite pour l'éducation physique féminine. Et là, il va effectivement s'adjoindre des acteurs locaux qui vont être importants, et avec lesquels il va monter une société de culture physique par la méthode naturelle pour les deux sexes, pour les filles et les garçons, ce qui à l'époque était quand même quelque chose de relativement important. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Effectivement, Elitas connaît Hébert depuis 1911. Quand il était préfet à Lisieux, il l'a rencontré lors d'une démonstration de fusiliers marins, parce que, je passe un peu les détails, mais les étudiants ils ont peut-être vu ça, hein. Il est d'abord formé, et il applique ou développe sa méthode naturelle à l'école de Lorient, l'école des fusiliers marins, qu'on appelait les SACO, et en 1913, il vient à Caen faire une démonstration dans les jardins, et Elitas est présent à cette époque-là parce qu'il est le sous-préfet de Lisieux, et il va, on va dire entre guillemets, tomber amoureux de cette méthode-là, et toute la suite, il fera tout ce qu'il peut pour contribuer à la diffusion de la méthode naturelle. Pour rappel, hein, la méthode naturelle pour les étudiants, c'est aussi, Georges Hébert, aussi le père du parcours du combattant en 1915, et donc à l'époque, la méthode, on va dire dans un contexte de guerre, la méthode naturelle vient quasiment la méthode nationale pour l'armée, pour préparer le fantassin. Elle va un petit peu perdre de la force sur la fin de la Première Guerre mondiale au début, parce que le sport va faire aussi sa démonstration que c'est aussi quelque chose qui peut former le fantassin, et peut-être aussi bien que la méthode naturelle. Donc voilà, il est un petit peu, dans cette période-là, Hébert un petit peu en déclin. Mais ça n'empêche que Elitas va aussi essayer de la faire développer la plus possible. Donc toujours sur le stade d'Aurillac, donc Elitas, c'est quelqu'un qui est, quand on regarde un peu son parcours, il est très habile, et il sait toujours bien utiliser le contexte et les réseaux qui l'entourent. Donc en 1815, il obtient un agrément avec l'armée
pour que la société de culture physique puisse aussi s'adjoindre l'union des sociétés de préparation militaire et que le parc des sports puisse être utilisé par les jeunes recrues. Donc en gros, on dirait maintenant, il fait un deal avec l'armée pour que le parc des sports ne soit pas uniquement réservé aux scolaires des deux sexes. Il dit les militaires, vous pourrez l'utiliser, mais en contrepartie, il obtient de l'armée des soldats danois pour améliorer le stade. Il passe directement, à l'époque, avec le ministre de la Guerre, cet arrangement-là, ce qui était relativement habile parce que ça lui coûtait pas cher, il avait des subventions et puis tout un ensemble de personnel qui étaient qui ont été après hébergés dans une école, l'école Hébert, avec plus de 650 soldats danois qui sont passés et qui ont, entre autres, mais il y avait aussi le parc des sports. Donc voilà, c'est cet épisode-là. Donc début 1915, hein, il a les prisonniers, il réquisitionne une école parce qu'il y avait aussi la question du logement et qui se trouve pas très loin du parc d'Aurillac et qui vont lui permettre d'améliorer ce parc d'Aurillac. Donc en décembre 1917, pour remercier le préfet Elitas parce qu'il va quitter la région du Cantal pour être nommé à Caen, enfin sur le Calvados, à Caen pour le département du Calvados, Aurillac décide de nommer le parc d'Aurillac, de lui donner son nom, pour honorer sa mémoire. Il est encore vivant, mais on décide d'honorer sa mémoire. Donc du point de vue toponymique, c'est toujours intéressant, et ce n'est pas toujours le cas d'avoir une structure qui porte le nom de son vivant. En général, à cette époque-là, on donnait son nom surtout quand les personnes étaient décédées. Donc, en inscrivant son nom dans la pierre, on va effectivement pérenniser sa mémoire. Ici, je vous ai mis voilà, les photos de quelques soldats et puis le parc des sports d'Aurillac un peu loin. Mais c'était quand même, voilà, il y avait une piste et puis au départ, une piscine était prévue, mais elle arrivera après. Donc ensuite, je passe un peu les détails, mais il arrive à Caen, il est nommé comme préfet en juin 1917. Et dès mai 1920, il propose déjà, fort de son expérience d'Aurillac, de construire à Caen un stade qui va s'appeler d'abord le stade départemental avant de s'appeler le stade Elitas, pour de multiples raisons. Le projet est annoncé aussi au niveau national par le journal L'Auto, qui fait un rayonnement, c'est-à-dire que ce n'est pas que local. L'Auto, qui a déjà un peu suivi ce parcours-là de préfet, qui est un facilitateur du sport, garde un œil un peu attentif. Alors je ne sais pas si c'est le préfet qui avait des liens ou pas avec le journal L'Auto, qui lui a envoyé des petits billets pour lui dire voilà, j'ai ce projet-là, ou est-ce que c'est L'Auto? Enfin, ça n'empêche que durant tout son parcours de préfet, le journal L'Auto a toujours entretenu une relation ou a rendu compte de ce qu'il pouvait faire dans le domaine du sport. Donc là, je vous ai mis simplement, là c'est extrait des archives départementales, vous avez aux archives départementales dans les dossiers 4N 250, tout le dossier sur le projet Elitas où vous retrouvez tous les éléments, tous les procès-verbaux, tous les registres, les différents conseils du Conseil général. Donc le projet départemental est un stade, voilà, je vous ai mis au départ quel était le projet. Donc c'est un stade qui est moderne pour l'époque, qui est très moderne pour l'époque. Je vous ai mis ici le détail, je ne vais pas forcément reprendre tous les éléments, mais c'est un parc qui a comme point fort, il est en plein air, et plusieurs activités physiques peuvent se dérouler en même temps, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Il y a des aires différentes, et on peut faire une multitude d'activités physiques. Il y a une salle couverte, ce qui est très moderne à l'époque, on le verra après, parce que Elitas s'est attaché au fait qu'il faut que les athlètes puissent s'entraîner l'été et l'hiver, sinon on ne peut pas produire du haut niveau et on peut pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, aux Jeux Olympiques de 1924, on sera que 3e avec 38 médailles. Donc c'est un stade qui est très moderne et à la fois qui garde la forme de l'ellipse antique, parce que c'était quelque chose dont les ingénieurs voulaient absolument, enfin les architectes, pardon, voulaient absolument le garder, et qui est en centre-ville. Donc voilà le projet. Au départ, il devait y avoir une piste pour faire du vélo, enfin un vélodrome, qui sera délocalisé juste un peu après, mais qui ne se fera pas, parce qu'à l'époque, le projet n'est pas retenu, parce qu'à cet endroit-là, il y a encore une déchetterie, et aussi parce que la préfecture ne veut absolument pas boucher la vue entre l'avenue de la Bercerelle et la prairie. Et si on y avait mis un vélodrome, la vue aurait été bouchée, ce qui masquait ce beau point de vue quand vous traversez le boulevard. Donc le projet ne se fera pas, et
à cette époque-là, Elitas, qu'il avait promis à la population caennaise, bon, s'excusera platement et reviendra. Donc voilà le projet initial par 2 architectes. Vous avez nom paysagiste du ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts, et puis Guillemet. Donc le coût estimé à quand même à 750 000 francs de l'époque. Et déjà, il y a quelques critiques qui se font entendre parce qu'on considère que c'est une somme qui est très importante et qui se centralise uniquement sur Caen et qui va privilégier la jeunesse caennaise, qui est déjà une jeunesse qui est un peu privilégiée par rapport aux campagnes. Donc ça, c'est un des éléments qui reviendra souvent sur les critiques du projet, c'est d'avoir concentré tout l'argent. Mais comme Elitas est habile, il va développer tout un argumentaire pour que, effectivement, le projet puisse se faire. Un élément qui est important, c'est que Henri Chéron, dans le contexte de l'époque, on va le voir ensuite, souhaite que ce projet ne coûte rien. Il veut que ça soit une opération blanche. Donc le projet, ça leur plaît, mais si ça coûte rien, parce qu'en raison du contexte international et du contexte national, les priorités sont ailleurs, et pour eux, le stade départemental à Caen n'est pas une priorité, mais même s'ils savent qu'il y a des besoins par rapport à la santé publique, par rapport au développement des activités physiques, de l'éducation physique féminine, etc. Donc, c'est un projet qui est difficile à faire en l'état passé. Voilà, parce qu'il y a le traité de Versailles, parce qu'il faut équiper la ville du tout à l'égout, parce que je vous ai dit qu'il y a souvent des inondations, parce qu'il faut améliorer le réseau des voies ferrées, parce qu'il faut goudronner les routes, parce qu'il faut électrifier les campagnes. Donc Henri Chéron dit « Ok, je veux bien, mais pour 0 francs ». Donc là, Elitas se retrouve devant un problème. Comment il va faire, effectivement, pour pouvoir convaincre les élus et trouver, effectivement, des sous qu'il n'a pas pour un budget qui est relativement important. Donc Henri Chéron va à la fois l'aider et pas l'aider. Lui, il lui impose ça, je veux bien, je peux t'aider, on peut trouver des subventions, mais la construction et la gestion devront coûter 0 centime. Ce qui est quand même moderne à l'époque parce que, là je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais la gestion du stade au début, elle s'est faite comme on ferait aujourd'hui, qu'on appellerait une délégation de service. Ce n'est pas la commune et ce n'est pas le département qui gère le stade. Ils vont monter une société privée qui va gérer le stade, et notamment le père de, c'est une autre histoire mais qui relie Maës, celui qui en avait la charge, c'est Émile Combien, qui est le papa de Marie-Clotilde, qui a dénoncé Eugène Maës et qui l'a envoyé en déportation. Vous voyez quand même à l'époque, les réseaux et tous ces gens-là se connaissent. Donc on ne va pas relier les deux. Donc là, je vais un peu développer sur son argumentaire, comment il a convaincu les édiles, les conseillers généraux, comment il a convaincu les sociétés sportives, comment il a convaincu l'ensemble des personnes pour dépenser une somme qui est considérable dans un contexte dont les priorités du moment ne sont pas celles d'un stade. D'accord ? Donc ce projet doit avoir toute l'ampleur d'un intérêt national de premier ordre. Il joue aussi un peu sur la fibre patriotique, bien évidemment. Donc l'État compte sur l'éducation physique scolaire pour régénérer la race française en évitant sa décadence, la tuberculose, le rachitisme. Il faut des équipements que l'on n'a pas. Alors, un des premiers éléments, qui est assez classique pour l'époque, c'est un projet hygiénique et patriotique. Donc, il va montrer, à force d'arguments, qu'effectivement, ce projet d'un équipement sportif va permettre de faire des activités physiques en plein air qui vont être une réponse par rapport aux problématiques de santé publique. Donc, les scolaires qui ont peu d'équipement, à Caen, vont pouvoir venir régulièrement faire de l'activité physique dans un stade qui est moderne et qui est ouvert sur une multitude d'activités physiques et sur lequel on peut mettre plusieurs classes en même temps parce qu'il est entre guillemets modulable. Il y a plusieurs aires et c'est pas comme quand vous avez des fois dans des équipements, il peut y avoir qu'une classe en même temps. Donc là, le projet de ce point de vue-là, il est relativement intéressant. Donc c'est un projet hygiénique, c'est aussi un projet pour réparer les corps, bien évidemment. Pour ceux qui ne sont pas des scolaires mais qui viendraient faire de l'activité physique dans les sociétés, qui sont des anciens combattants, à la sortie de la guerre, le sport a montré qu'il avait un intérêt pour les militaires, aussi pour réparer les corps et les renvoyer au conflit. Donc il n'en parle pas, mais on est dans ce contexte-là. Dans la revue La vie au grand air, on a notamment un article qui montre tout le travail fait par les médecins dès 1917 pour utiliser le sport et les activités physiques pour réparer les corps. Donc c'est un argument qui est important pour réparer ou former des corps robustes dans un contexte qui est traversé par des enjeux de santé publique. Donc quelques citations. Ce stade pour lutter contre la misère physiologique en général et les ravages de la tuberculose et de l'alcoolisme. Donc un espace
aménagé en plein air, avec bien évidemment une recherche des effets prophylactiques, la lumière, le grand air qui va améliorer la santé des élèves, et puis le soleil qui va permettre de fixer voilà, pour la vitamine D sur les os, qui est un moyen de lutter contre les déformations osseuses. Donc c'est une argumentation qui est classique, mais sur laquelle effectivement il va jouer dans un contexte où on cherche disons, à régénérer la race française. On pense, alors le livre sortira après, mais il y a le livre de Tissier, l'éducation physique et la race, et on va même jusqu'à parler de race française, et dans les registres de Libération, on parle même de race normande. On va même jusqu'à dire que le stade va pouvoir améliorer la race. Il y a une déclinaison, la race française et la race normande. Bon, c'est un élément qui serait intéressant à travailler. Je ne sais pas ce qu'était, mais ils vont jusqu'à dire ça. Donc ça ne devait pas choquer à l'époque, mais voilà, le stade Elitas va améliorer la race normande. Bon, voilà. Et puis dans un contexte aussi de dénatalité qui va s'accentuer parce que, alors on est encore au début des années 20, mais plus on va se rapprocher des années 30, bien évidemment, plus il va y avoir cette question-là qui va arriver. Donc, Caen devient, grâce à son préfet, un grand centre de sport. Un lieu de formation du personnel enseignant proche de l'école normale de Caen. Ça, c'est le deuxième argument. C'est-à-dire que pour pouvoir diffuser dans les campagnes et avoir un personnel enseignant qualifié, il faut qu'on ait un centre de formation qu'on n'a pas. Et moi, j'avais travaillé sur les archives départementales, justement, sur la formation des instituteurs, sur l'enseignement de la natation dans le Calvados. Il n'y a rien pendant des années, strictement rien. Et ils avaient un dénommé Pommier qui s'assurait qui a été là toute sa carrière, je pense, qu'on retrouve toujours son nom. Donc, il y a un enjeu. Et ils veulent, en gros, que le stade Elitas devienne le centre de formation pour tous les instituteurs et qu'ils puissent après aller dans les campagnes, en étant bien formés, pour enseigner l'éducation physique comme on doit l'enseigner à l'époque. Donc ça, c'est le deuxième argument, avoir une EPS de qualité. Il n'y a pas si longtemps, il y a un livre, je crois, qui est sorti sur une EPS de qualité. Je ne sais plus, j'avais vu ça passer. Et donc là, ils sont déjà dans ces questions-là. On doit avoir un centre pour produire une EPS de qualité. Si on éparpille les crédits dans tout le département, on ne fera rien, alors qu'à Caen, on aura des professeurs qui pourront donner une instruction rationnelle qu'ils diffuseront ensuite dans les campagnes. On est dans cette dynamique-là. Donc il y a une mise en valeur de la ville préfectorale comme un outil de formation. Donc là, c'est l'ancienne école normale qui se trouve, j'ai mis à pied, c'est à moins de 800 mètres. Les deux lieux sont très proches, c'est-à-dire que des instituts peuvent très facilement aller suivre des formations avec le dénommé Pommier. Un stade pour assurer la préparation militaire des jeunes recrues. À l'époque, il y a des armées d'occupation, on a peur que l'Allemagne se réarme, les dettes de guerre se font mal, et on voit bien qu'il y a quand même une remontée des sociétés préparatistes. Donc là, ils repassent un deal, entre guillemets, avec l'armée pour qu'elle puisse être utilisée pour former les jeunes recrues aussi. Et aussi, il y a une loi qui vient de passer en 1920 qui donne la possibilité aux villes d'acquérir des terrains avec des subventions de l'État. Et le rapporteur de la loi de 1920, c'est Henri Chéron. Donc Henri Chéron, on lui dit en gros, t'inquiète pas, il peut y avoir de possibles subventions, ce qui va permettre aussi, donc vous voyez bien les relations qu'il a avec Chéron et cet élément-là qui lui donne effectivement des possibilités, enfin une bouffée d'air oxygène pour pouvoir. Mais si le stade peut être aussi utilisé pour justement former les militaires. Et ça ne posera pas de problème de ce point de vue-là. Un projet de programme hébertiste et féminin. Donc dans cet équipement-là, Elitas, donc dans le stade Elitas, il y a de prévu effectivement une partie qui correspond à l'éducation physique féminine. Il faut savoir que dès 1919, Elitas a déjà facilité l'acquisition d'un terrain pour que Hébert puisse construire et établir à Deauville sa palestre. Et c'est Elitas qui lui permet, j'ai retrouvé ça dans le service, d'acquérir le terrain à moindre frais. Donc il y a déjà des liens, il en a déjà en 1911, il se retrouve quand il vient inaugurer en 1914 le parc d'Aurillac, et en 1919 il lui permet d'avoir ce terrain-là pour développer la Palès de Deauville qui a quand même eu un rayonnement qui est important. Donc j'ai remis en dessous, mais ce n'est pas l'intérêt, ce qu'est la Palès de Deauville pour les étudiants, voilà sur quoi elle fonctionne, les 6 branches d'activité, la musique, etc., dans lesquelles le sport de compétition, on peut en faire, mais pas trop. On est quand même dans le concept de l'époque. Les femmes, le sport, c'est pas très compatible pour les médecins parce que on est dans une période de dénatalité et on va perdre la guerre parce que l'Allemagne fait 4 fois plus de bébés que nous. Enfin, j'exagère. Donc nous, si on leur fait du sport, on protège pas la cavité utérine et elles feront pas de beaux bébés. Donc le sport, pas trop, et y compris dans les palestres. En plus, vous connaissez tous un peu le rapport que pouvait avoir Georges Hébert avec le sport. Voilà, c'était un rapport un peu, voilà, c'est un peu complexe. Donc Elitas, un promoteur de l'éducation physique féminine,
Parce que effectivement, dans ce stade-là, il prévoit cet élément. Ce qui est un argument qui est important à l'époque. Et cet élément-là pour lequel il travaille, entre guillemets, va être souligné par la fédération, enfin l'éphémère Fédération féminine française des sports athlétiques, qui va, dès janvier 1921, pour reconnaître son projet, qui n'a pas encore vu le jour, mais va nommer un challenge qui va s'appeler le challenge Elitas et qui aura lieu tous les ans à Caen, pour le remercier de son engagement en faveur de l'éducation physique féminine. Quand le stade va être construit, je trouve qu'une étape, ça va être aussi un lieu de rayonnement du sport féminin. La première finale, enfin la 3e édition de la finale de football qu'on appelait la française entre la Clodo, une équipe de Paris, c'est un joli nom, et une équipe de Rouen, le Quevillaise, là, elle va se jouer à Caen. Donc le stade sert aussi d'outil pour que le sport féminin puisse se rayonner, mais grâce au projet que va développer Elitas. Et aussi les relations qu'il y a avec les sociétés sportives locales, puisque, comme le Stade Malherbe, va développer une section féminine de natation, etc., de basket, et qui viendra aussi côtoyer cet équipement-là, utiliser cet équipement-là. Là, je vous ai mis les équipes féminines de l'époque. Donc cet équipement participe à la diffusion du sport féminin, à la fois côté tribune, pour ceux qui viennent voir, parce que les spectateurs, il y a une curiosité à venir voir du football féminin. On regarde dans la presse de l'époque, mais il y a des hommes qui diront c'est pas mal, mais ça serait mieux si elles faisaient du hockey, puis si elles faisaient pas trop de sport, ça serait mieux aussi. Mais ça n'empêche que ça participe quand même à la diffusion du sport féminin, dans une période où le sport n'est pas dans les mouvements féministes un élément qui nourrit le féminisme féminin. C'est pas du tout, le sport n'est pas à cette époque-là un terreau pour le féminisme. Hein, faut bien le voir comme ça, parce que souvent on l'a un peu très vite associé à cela, mais ce qui n'est pas tout le cas. Donc à Caen, grâce à Elitas, grâce au stade, grâce à la Palace de Deauville, eh bien, les sportives, ils contribuent à ce que ça devienne une réalité sociale. D'accord ? Bien évidemment, il faut ramener au nombre de l'époque, mais c'est quand même un des préfets qui a contribué à cela. Un projet attractif et économique. C'est-à-dire que Elitas, dans son argumentaire, considère qu'on va pouvoir, dans ce stade moderne, parce qu'il est aux normes de l'époque, organiser des matchs internationaux qui vont permettre de faire vivre la restauration et des nuitées d'hôtels. Donc, les gens vont venir pour voir les matchs, ce qui est quand même relativement... voilà, on est en 1920, enfin il présente son projet entre 20 et 21, donc ce qui est quand même relativement moderne. Donc ça, c'est un argument qu'il développe auprès des conseillers généraux pour dire oui au projet. Donc l'attrait du stade, durant l'entre-deux-guerres, des éléments, hein, effectivement, ça permet de faire vivre la ville. Et puis aussi, vous le savez, il y a à l'époque, on retrouve ça dans la presse, comme le stade va avoir des terrains de tennis, ça intéresse l'élite parisienne qui a des maisons sur la côte et qui va venir faire régulièrement les terrains, enfin les tournois du stade Elitas, ce qui permet d'avoir un lien entre Paris et Caen, et qui va permettre de faire rayonner Caen, qui apparaît déjà comme une ville sportive. Donc, il y a des liens qui s'établissent entre les sociétés sportives via le stade Elitas. Vous avez le Racing Club de France, le Paris Université Club, sont les sportman sont des représentants de ces clubs-là. Un projet pour le sport de haut niveau et les Jeux de Paris 1924. Donc, dans son argumentaire, voilà, il considère qu'il faut avoir un stade moderne qui a des équipements pour l'hiver comme l'été. Je le cite, hein, l'erreur où tombent trop généralement en France les adeptes des sports. Pardon. J'ai perdu la main. Les adeptes des sports de l'été de passer les mois de la mauvaise saison dans une inaction totale. Donc, en ayant une partie couverte et une partie découverte, eh bien, ils vont pouvoir s'entraîner à l'année. Pour lui, c'est une des explications pour laquelle, dans les années 20, la France ne fait pas encore partie des meilleures nations sur un plan sportif. Et donc ça va forcément intéresser un autre acteur du sport local, Henri Prestavoine, hein, qui était à la fois sur l'athlétisme et le football, qui vont forcément y trouver un intérêt, eux, pour leurs équipes locales, de pouvoir avoir un outil qui va pouvoir leur permettre de pouvoir s'entraîner l'été et l'hiver. Donc, Maes va entretenir, avec les politiques et les dirigeants des sociétés locales, tout un réseau qui va lui permettre de pouvoir, faire plus facilement passer son projet. Le journal de Caen va aussi porter son projet. Je vous ai mis quelques extraits. Les adeptes par le spectacle de réunions sportives intéressantes. J'ai mis cet extrait-là, mais ça revient très souvent dans la presse
hein, il a plutôt bonne presse, je dirais. Et la presse locale va rarement l'attaquer, sauf un journal qui s'appelle le Cri Sportif, qui est un journal qui est pas comme, on va dire, Camp Sport, qui est beaucoup plus critique par rapport aux subventions, par rapport aux actions des hommes politiques à l'époque sur le sport. Et on va, au fil du temps, on le retrouve souvent, on va qualifier, je l'ai mis ici, hein, le préfet Loto, Elitas, comme étant un préfet sportophile et alcoolophobe. Pourquoi? Parce que parmi la lutte contre pour améliorer l'état de santé des Français, il y a la tuberculose, il y a l'alcoolisme, et puis il y a aussi un autre élément qui est important, je n'ai pas souligné, c'est l'oisiveté. En 1919, vous avez la loi des 3-8, et un des éléments qui est dans l'argumentaire, c'est d'occuper toute cette jeunesse-là, qui, une fois la journée terminée, ne sait pas trop quoi faire. Donc pour un préfet qui est en charge l'ordre public, rien de mieux que d'avoir des stades pour occuper l'oisiveté et les mettre tous au même endroit. L'autre jour, je suis allé visiter le Palais des Sports. Le préfet est très content d'avoir un Palais des Sports pour faire des fan zones quand il y a des matchs de rugby, parce que tout le monde est au même endroit, et pour eux, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus organisé. Et bien, à cette époque-là, depuis 1800, c'est aussi dans les préoccupations du préfet Elitas. Il le dit, hein, il le dit clairement. Hein. Moi, l'objet du stade, c'est aussi de pouvoir contribuer à la mise en ordre social et d'assurer la sécurité pendant un événement sportif, pour occuper l'oisiveté. Donc, on donne du temps libre, mais le sport, et vous le saviez bien avec les lois cons, la désacralisation du dimanche, le sport va s'engouffrer là-dedans, mais les préfets vont se mettre aussi dessus pour qu'on ait un cadre à cela, pour pas que ça soit non plus trop... voilà. C'est le même cas pour la natation qui passe du plein air à la piscine. On est dans le même financement. Comment financer le projet? Alors là, Elitas, il va être très habile. Il a été préfet. Il va utiliser ce qu'on appelle à l'époque l'argent des comités départementaux auxiliaires de ravitaillement qui se sont mis en place pendant la guerre dès 1917. Les comités départementaux, c'était pour limiter le marché noir et garantir les prix. Mais pour chaque produit vendu, il y avait un pourcentage qui venait alimenter des caisses. Et à la fin de la guerre, ces caisses-là, elles sont liquidées dans chaque département. Et pour le département du Calvados, il y a 15 millions de francs qui sont disponibles à la liquidation. Donc là, lui, c'est clair, il propose que cet argent-là, une partie de cet argent-là, soit utilisée pour financer les 750 000 francs. Et ça va être accepté. On va accepter de financer le stade par cet élément-là. Donc, ce que Chéron lui avait exigé 0 francs, eh bien, effectivement, c'est réussi à partir de la liquidation de ces fonds qui ont été, au fil de la guerre, alimentés sur une taxe qu'il y avait sur les produits pour justement contrôler et limiter. Je vais un petit peu vite. Hein. Et puis après, il va aussi récupérer de l'argent par d'autres fonds. Hein, il y a 10 000 francs qui sont donnés par le comité départemental des œuvres. Il y a 235 000 francs donc, qui vont être ponctionnés sur l'ensemble de cette somme-là. Et puis, il va y avoir aussi des aides. Les chantiers navals français de la SMN, hein, si vous voulez, qui ont déjà eu un stade privé, vont aussi fournir gratuitement du matériel pour construire le stade, qui va être une économie. Voilà, on a ça, je n'ai pas trop développé, mais dans le dossier, vous avez aussi toute la partie de l'historique de la construction, des frais, etc. Et tout ça, c'est financé par ces aides qui sont données par les chantiers. Donc, au final, en août 1923, on arrive, le projet est accepté. L'auto souligne voilà, la sportivité d'un préfet qui, aidé de M. Savard, conseiller général, réunit plus de 120 000 francs, enfin 1,2 million, pour que voit le jour cet équipement sportif public. Un terrain au centre-ville. Où est-ce qu'on va mettre le terrain au centre-ville? Là, en 1921, le conseil général fait l'acquisition d'un terrain avec des immeubles pour une somme de 308 000 francs et c'est financé par un legs, par le legs de Madame Louise Alliot-Allard, dont le mari est celui qui a fondé le Bonhomme Normand, qui a des réseaux, je ne sais pas ces détails, mais ce sont des gens qui se connaissent tous, hein, on est dans un microcosme, et il y a des réseaux qui font que les choses s'imbriquent plutôt bien. Donc là, je vous ai mis l'implantation, effectivement, vous voyez, à l'époque, et puis là, je vous ai mis la photo de la... Ah, c'est bizarre, il y a un petit bug. La cérémonie, hein, le 20 juin 1924, la cérémonie a lieu devant 11 000 spectateurs en la présence du président Raymond Poincaré.
Donc c'est une cérémonie qui est à la fois moderne et très antique, parce qu'il y a Pyrrhus, parce qu'il y a des flammes, parce que voilà, on est un peu dans du grandiloquent. Il y a l'Opéra de Paris qui vient avec ses danseuses. Enfin, voilà, ça a pris un temps fou. C'est très rigolo, mais bon, c'est pas forcément. Et puis, bah, effectivement, Elitas a réussi son deuxième projet de doter la ville de Caen d'un stade. Et en 1925, il sera rebaptisé le stade Maurice Elitas pour honorer sa mémoire. Et il est toujours vivant parce qu'il décède en 1934. Donc, on peut se satisfaire au niveau national de ce stade-là, qui va sans doute permettre à ce que la France puisse améliorer ses résultats sportifs, parce que dès que le stade, l'inauguration du stade correspond à la fin des Jeux Olympiques, il y a un bilan qui est fait, et dans le bilan qui est fait, la France finit au 3e rang, 38 médailles, on dit que la France manque de stade, et que tout le temps qu'elle n'aura pas de stade, elle ne pourra pas rivaliser avec les grandes nations. Donc, de ce point de vue-là, Elitas, il a à la fois contribué pour les scolaires, pour les militaires, et aussi pour les sportifs de haut niveau, et bien évidemment, on a toujours en héritage son stade. Voilà. Merci de votre attention. Je suis allé trop vite, hein, J'ai des photos. Oui. De promotion 29-32 à l'école normale de Caen. Au stade Elitas. Non, dans le gymnase de l'école normale de Caen. D'accord, avec M. Pommier peut-être. Avec le père Pommier, qui faisait, avec M. Doublet, qui était à Caen, lui, au stade Elitas, la maison qui est à l'entrée du stade Elitas. Ouais. C'était théoriquement la maison du gardien. Ce gardien-là, c'était M. Doublet, qui était le deuxième enseignant d'éducation physique à l'école normale de Caen, qui avait 2 chèvres, et donc, pour tondre le gazon. Qui vivait à l'étage de sa maison, les chèvres étaient en dessous. D'accord. Et tous les ans, aux fêtes de la jeunesse, M. Doublet, donc... Oui, il y a pas mal de cartes postales sur les fêtes de la jeunesse qui avaient lieu au stade. Tous les ans, à la fête de la jeunesse, M. Doublet faisait des démonstrations à la barre fixe, qui était dehors. Alors, quel âge il avait, je ne sais pas, mais c'était déjà un vieux bonhomme. Et de combien? Alors, il a été débarqué à un moment donné, de combien? Parce que, comme après, il a été... je parle de l'époque d'avant, avec Claude, hein, le de combien qui était le premier administrateur du stade Elitas, parce qu'ils avaient monté un projet comme ça. Mais lui, après, bah, il a eu des petits soucis, quoi, parce que comme il avait collaboré... bon. Et pendant l'occupation, le stade Elitas, les Allemands peuvent le couper, je crois, j'avais vu quelques matinées pour les activités physiques des Allemands. Et je crois que des fois, ils se sont fait un peu embêter, les Allemands. Il y avait eu des petits... je crois qu'il y a eu des petites frictions à l'époque sur l'occupation du stade. Père Doublet, il était champion de France de Cannes. Ah oui? Et il s'entraînait dans son garage quand même, pas à l'étage. Au fond, sur les étagères, il mettait des boîtes de conserve. Et alors nous, les potaches, dès la 6e, on le voyait tourner autour du stade, puis les vêtements, parce qu'il n'y avait pas de vestiaire, sur les rambardes et tout, quand il y en avait un qui était tombé, c'est à qui ça? Et il avait toujours son bâton. Pour la canne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Frédéric. Une petite question. Bon, on a compris que le projet était sacrément novateur, hein, ouais. Avec plusieurs directions là, qui me semblent vraiment en avance. Hein, l'encouragement de l'éducation féminine, toute cette démarche qui est, à cette période, à ma connaissance, pas encore mise en place, ou en tout cas très peu. Moi, je ne savais pas du tout, là, par rapport à la formation des enseignants aussi. Il y a tout un travail qui est fait d'accessibilité du stade. Donc, ma question, c'est, compte tenu du projet qui est très novateur, compte tenu des réseaux dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que ce stade Elitas va être considéré un petit peu comme un modèle, et le projet sera-t-il repris sous une forme peut-être un petit peu différente? Je ne sais pas si tu en as connaissance, non, alors, ailleurs.
Dans les journaux nationaux locaux, c'est considéré comme étant l'un des plus modernes de France, parce qu'il a une capacité d'accueil, parce qu'il est multisport, parce qu'on peut faire en même temps. Après, je n'ai pas regardé si le modèle, après, il a été décliné ailleurs, mais ça serait une question à creuser, effectivement. Est-ce que c'est devenu un modèle type pour les autres villes? Ça, je ne saurais pas. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de Lyon, hein, avec oui, Herriot. Ouais. Alors, je ne sais pas comment il était. Je ne sais pas s'il y a des similitudes ou pas. Ouais, peut-être. Hein. Herriot, le stade Gerland, il est fait en 1919, c'est ça, je crois. Ouais. Donc il est un peu avant. Ouais. Faudrait voir dans cette période-là s'ils se copiaient ou pas entre eux, quoi. Faudrait voir aussi si les architectes, ils avaient aussi. S'il y avait un réseau. Les architectes qui sont du ministère de l'Instruction publique, ça se trouve, ils étaient aussi mandatés pour faire d'autres. Voilà. Ce qui ressemble ce qui est entre Aurillac et voilà. Alors le budget n'est pas le même à Aurillac, on a bien vu, hein, c'est un petit budget, c'est le début, on est entre 1913 et 1914, ils se débrouillent très bien. Après, il y a quand c'est beaucoup plus sportif, entre guillemets, parce que déjà on peut faire du basket, on peut faire du foot, donc c'est un projet qui est beaucoup plus sophistiqué. Le stade Elitas, c'était une cendrée, que j'ai bien connu. Et quand ils ont été décidés de passer au tartan, il y a d'abord eu un comblement du stade, parce qu'il était pratiquement 1,40 m en dessous du niveau des eaux d'eau qui courent sous la ville de Caen. Donc avec un risque d'inondation. Le stade Elitas était tous les hivers inondé. Ouais. Et comme Caen en plus avait cette réputation-là. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment, pour lui, c'est vraiment un projet de rayonnement, quoi, avec toute la modernité, l'éducation physique féminine. Il va beaucoup plus loin que ce qu'il a pu faire. Tu vois bien, Aurillac, je dirais que c'est un galop d'essai. C'est un brouillon, quoi. Voilà, c'est un brouillon, c'est ça. C'est-à-dire, il va sur l'éducation physique des filles, il sent bien qu'il ne peut pas mettre de côté les militaires parce que dans le contexte, il ne peut pas. Ça lui ramène de l'argent. Voilà, c'est comme tu dis, c'est un brouillon. Puis après, il passe à la vitesse supérieure sur Caen avec un budget. Et puis je pense que Chéron, même s'il lui dit c'est zéro, bon, on n'a pas tout. Il faudrait regarder dans les correspondances, qu'il y a aussi les correspondances du préfet. Peut-être qu'on y trouverait des lettres qu'il a eues à Chéron sur ce projet-là. Mais je pense qu'il l'a quand même bien aidé, Chéron, même s'il lui dit, voilà. Peut-être qu'il lui dit c'est zéro, mais si. Parce que les sommes étaient importantes avec la loi qui passe en 1920. Je n'ai pas la connaissance exacte de ce que ça représentait comme somme d'argent, mais il y avait sans doute un potentiel d'argent relativement important. Et donc, pour terminer, ce stade Elitas, là, c'est sa 4e mouture en partant. En rénovation. La dernière, c'est celle qu'on connaît. Elle a été faite il n'y a pas très longtemps, la dernière. Une piste agrandie, qui a été inaugurée avec les championnats de France. Avant, elle n'était qu'à 6 couloirs. Et pour avoir des meetings internationaux, il faut qu'il y en ait au moins 8. Il y a des normes. Voire 9 dans la ligne droite. Et donc, sur le même endroit, il a fallu élargir, l'ordre sur les tennis. Mais c'est un très très beau stade. Et une petite question sur l'hébertisme aussi. Est-ce que tu sais, ta connaissance, est-ce qu'il conserve des relations longuement avec... Après après la construction. Enfin, non, longuement, il décède en 1934, tu as dit. Je n'ai pas creusé après. Et puis après, lui, il n'est plus préfet, il est nommé à la Cour des comptes. Ah oui. Donc, il va à Paris, il abandonne un peu le secteur, là, certainement. Il abandonne un peu, tu vois. Donc, peut-être qu'il s'est éloigné de cela, mais peut-être qu'il a considéré qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pour la collectivité et que son projet était là. Et qu'il fait. Mais après, j'ai pas travaillé. Mais c'est des éléments qu'il faudrait voir. Je ne sais pas si... D'ailleurs, sur Georges Hébert, est-ce qu'on a des archives avec les correspondances qu'il a entretenues ou pas ça ne serait pas inintéressant, parce qu'on voit bien qu'ils se connaissent quasiment. Tu vois, il vient à Caen, ils se sont connus dès 1911. Et puis tu dis qu'entre Aurillac et puis après le projet même de Caen, enfin d'Elitas, il s'inspire en tout cas. Et d'ailleurs, à Aurillac, il va même demander, il demande à chaque fois conseil à Hébert. Dans la construction même, la disposition. Et il veut que Hébert soit le programmateur et le planificateur d'une année quasiment. Il faut que ce soit Hébert qui fasse le programme des activités. D'accord. Et en termes d'installation, donc à Elitas, là, sur la période de la première, au moment de la construction, il y a un dispositif hébertiste oui, il y a des portiques et des tourniquets, etc. Et ça reste longtemps, ça? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je n'ai pas regardé. Alors après, au début,
il y a des conflits d'usage. J'en ai pas parlé là, mais il y a des conflits d'usage, comme pour reprendre un mot des fois qu'on utilise, entre les rugbyman et les footballeurs, parce que les footballeurs en ont marre des rugby, parce qu'à chaque fois, le match, il est massacré, ils peuvent pas jouer la semaine, faut le réparer à chaque fois. Mais sur les installations hébertistes, non, je sais pas jusqu'à quand il y en a. Claude, tu sais peut-être, toi, jusqu'à quand il y a eu des... Non, sur les installations hébertistes. Les derniers portiques qui sont démontés quand? Moi, je l'ai connu, le dernier portique. Tu vois, donc... On n'avait pas le droit d'y aller. Par contre, au lycée à Malherbe, quand on a eu des installations sportives, c'était obligatoire qu'on ait un portique. Ouais. Oui. Et à ce moment-là, on a été un petit peu comme ça, et on a dit oui, à condition qu'il y ait du sable en dessous. Ouais. Parce qu'on avait un portique de 12 mètres. C'est-à-dire que normalement... La sécurité, toi, 12 mètres. Il n'y a qu'un porte-de-gym avec ses bras, parce qu'on n'a pas le même mousqueton pour... Donc, on n'y allait pas. Il y a que des collègues un petit peu tordus que j'ai connus, que j'ai côtoyés, qui jouaient ça. Ils laissaient monter 5-6 gamins, il fallait que les autres... Alors, il y a en haut du portique, quand même, il y avait une rambarde. Donc, c'était pas... Ils pouvaient quand même tenir... Et pour revenir sur, si on raisonne en termes de biographie modale ou amodale, quand on regarde dans le livre qui est paru là, sur le colloque qu'il y avait eu, il fait partie quand même des rares préfets qui se sont investis sur la construction des équipements. Dans le livre, on voit plus que les préfets ils sont sur les aspects de surveillance, d'agrément, d'interdiction, la soule, le sport rouge, etc. Ils sont plutôt sur ces actions-là, de contrôle plutôt, plus que sur les équipements eux-mêmes. Donc ce qui est quand même une particularité. Alors, comme c'est un terrain qui reste encore à labourer, il y a peut-être d'autres préfets qui ont eu cet investissement-là, mais je pense qu'il y a encore des choses à découvrir, quoi. Mais